Bonjour à tous, bienvenue chez les anciens. Alors aujourd'hui, on a un invité assez particulier, on est honoré de le recevoir et on te remercie de nous accueillir chez toi. Donc on est avec un ex-international algérien, quelqu'un qui était dans la sélection algérienne en 2014 en tant qu'entraîneur adjoint si je me trompe pas. Donc on te remercie. Nordine, dans un premier temps, comment tu vas? Très bien, et je suis content de pouvoir discuter avec vous sur mon passé. Exactement. Voilà. On te remercie, merci beaucoup encore une fois. Comme le savent nos auditeurs, c'est que nous, ce qu'on veut, c'est connaître la personne. Donc, beaucoup de gens savent ce que tu as fait et peu savent ce que tu es. Donc, on aimerait revenir un petit peu sur ton parcours, tes parents, ton enfance, jusqu'à aujourd'hui, si tu le veux bien. Mhm. Eh bien, mon père, déjà, je vais commencer par mon père. Mon père est arrivé de Nedroma, parce qu'il est de cette région. Il est venu tout seul. Ma mère est restée en Algérie. Et il est venu travailler comme mineur pendant 5 ans. Et là, il est arrivé en 49 et en 54, je suis né. Je suis né en 54 et je grandis 2-3 ans encore à Austricourt, dans le nord. Et par la suite, mon père a trouvé un emploi dans les 3-8 à l'usine Talbot, Chrysler, voilà. Et c'était comment j'ai vécu comme tout le monde dans les cités, voilà. Et ce qui est bien, c'est que dans ces cités-là, on pouvait, il y avait un mélange de toutes sortes de nationalités. Nous, on habitait au troisième et en face de moi, il y avait une Espagnole qui habitait en face de nous. Au-dessus, au quatrième, il y avait le patron de mon père qui habitait au-dessus, costume, cravate, et mon père tout en bleu. Voilà, c'était ça. Il y avait un mélange de, de citoyens, de partage. Il y avait et moi, je sais que j'ai vécu une belle éducation parce que quand je vois maintenant l'éducation de certaines personnes chez les jeunes, je me pose des questions et je trouve ça dommage parce que l'éducation d'un enfant, ça doit être fait par les parents. Et à l'heure actuelle, je pense que il y a comment dire, un désistement de la part des parents et c'est ce qui fait qu'il y a un peu plus de problèmes. Voilà. Ok. On va revenir sur le début de ta vie. Tu m'as dit que t'es né en 54. T'as combien de frères et sœurs? Comment ça se passait à la maison? Alors, il faut savoir que j'ai eu 5 sœurs. Il y en a 2 malheureusement qui sont décédées et je suis le seul garçon. Je suis le seul garçon dans la maison et tout se passait bien. J'étais bon un peu comment dirais-je, j'étais un peu le chouchou de la famille, surtout du côté de ma mère. Voilà, c'est toujours comme ça. Le père aime toujours les filles et la maman aime toujours le garçon. Donc ça a été la même chose. Mais j'ai vécu dans le respect, j'ai vécu dans l'amour, j'ai vécu dans la bonne éducation et nos parents surtout à ce moment-là nous disaient ne faites pas de bêtises. Faut faire attention. On est en France, on a la possibilité de gagner notre vie et moi j'écoutais parce que mon père, je sais qu'il avait travaillé dur en tant que mineur. Il a fait 32 ans chez Talbot, Simca. Il a fait les 3-8. Donc bon, et il s'est éteint à 86 ans et il a vécu une belle histoire et il a surtout fait des enfants comme il a voulu les avoir. Tu me parlais des valeurs que les parents inculquaient avant par rapport à aujourd'hui, malheureusement, dans certains cas. Est-ce que tu as des anecdotes à nous donner sur l'éducation de papa et de maman à la maison? Comment c'était quand tu faisais des bêtises, par exemple? Est-ce que tu as des choses à nous dire? Ouais, alors donc avec toutes mes sœurs, on vivait dans un HLM où il y avait mes sœurs qui vivaient dans 2 chambres et moi dans une chambre tout seul. J'étais un peu le chouchou. Et non, j'ai eu la possibilité d'avoir une sœur, Fatna, qui était ma sœur qui m'a surtout
c'est elle qui s'occupait de moi parce que mes parents étaient illettrés. Donc, c'est elle qui me faisait mes devoirs et qui avait 5 ans de plus que moi. Et dès l'instant où elle avait 17 ans, 18 ans, c'est elle qui s'est occupée de moi. Et même quand j'étais joueur professionnel, c'était mon agent, c'était ma confidente, c'était tout. Et voilà, mes parents, mon père, ma mère, tout ce qu'ils voulaient, c'est d'avoir des enfants qui respectent la France et qui respectent aussi ses parents. Et c'est ce que, voilà, c'est grâce à mes parents que on a été très bien éduqués. Voilà. L'éducation, à l'heure actuelle, c'est ce qui pose le problème avec tous les problèmes que l'on rencontre. Voilà. L'éducation est la base de tout. On peut tout faire dans la vie à une condition d'être bien éduqué. C'est vrai. Comment s'est passé tes débuts à l'école, ta scolarité dans un premier temps en primaire, collège? Est-ce que tu étais un bon élève? Est-ce que c'était simple pour toi ou bien au contraire c'était assez compliqué? Non, c'est pas que c'était compliqué, c'est que dès l'instant où j'avais 6 ans, 7 ans, 8 ans, j'aimais bien jouer derrière la cité et on jouait au football. Et on s'est mis à aimer le football et voilà, comme ça, nos parents nous voyaient jouer puisque c'était juste à côté de la maison. Et j'allais à l'école, à la maternelle, en primaire, et tout se passait bien dans la mesure où j'étais contrôlé comme toutes mes sœurs et moi par mes parents parce que il y avait une sorte de vie qui correspondait à ce que mon père et ma mère voulaient avoir, c'est-à-dire le respect des autres et voilà. Donc on faisait très attention. Et c'est ma sœur qui faisait mes devoirs parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, mon père et ma mère étaient illettrés. Ma sœur, quand j'avais 18 ans, c'était mon agent presque. C'est elle qui s'occupait de moi. Donc, et on a vécu dans l'amour, on a vécu dans le respect, chose qui se perd à l'heure actuelle. Est-ce que par la suite, collège, lycée, tu as eu des diplômes ou à part le football, même si le football occupe une place importante de ta vie, est-ce que tu visais quelque chose d'autre? Oui, dès 18 ans, je voulais, comment dirais-je, je voulais faire l'école Boulle. L'école Boulle, c'est une école pour être ébéniste. D'accord. Et je voulais être ébéniste. Moi, c'était ma passion d'être ébéniste. Mais par la suite, quand j'avais 18 ans, on m'a demandé de venir jouer, de faire un stage à Valenciennes, qui était en première division. Et ils m'ont demandé de faire ce stage pendant les vacances de Pâques. Et mon père et ma mère étaient d'accord. Et je suis parti faire un essai. Et à 18 ans, je devais rentrer dans l'école Boulle. Et à l'arrivée, je suis parti, j'ai quitté mes parents à 18 ans. Et je me suis retrouvé à Valenciennes en ayant signé un premier contrat stagiaire professionnel. Et par la suite, j'ai fait 4 ans de joueur professionnel à Valenciennes. D'accord, d'accord. On va revenir sur le volley football, parce que comme je te le disais au départ, nous, vraiment, ce qui nous intéresse, c'est l'homme, enfin, ton parcours en tant qu'homme. Au moment de l'indépendance de l'Algérie, tu avais 8 ans, en sachant que tes parents étaient algériens. Comment tu as vécu ça, en sachant que tu étais jeune? Et après coup, parce que pas mal de retours de certaines personnes ont vécu un certain racisme en tant qu'Algérien. Toi, comment tu l'as vécu? Quand j'avais 8 ans et que je suis parti avec mon père le jour de l'indépendance, le 5 juillet 1962, dans les bidonvilles de Nanterre, j'étais fier parce que j'avais mon père qui était très heureux. Mon père, ça a toujours été un nationaliste, et ça, je lui remercie. Je le remercie. Ce que j'ai été, c'est grâce à mes parents. C'est que j'ai eu l'éducation que je devais avoir et j'ai respecté. On avait un grand respect. Et ce jour-là, ça a été une journée formidable parce que je me suis retrouvé avec, je sais pas, 1000, 2000 Algériens qui criaient, qui chantaient le jour de l'indépendance. Et ça, c'est pas donné à tout le monde d'avoir assisté. Et moi, à 8 ans, je me suis retrouvé dans les bidonvilles que je connaissais pas et j'étais un peu surpris parce que bon, à Borga, j'habitais Poissy, il y avait des cités, il y avait l'école qui était à côté, il y avait quand même une certaine la France était déjà construite, il y avait
on manquait de rien. Et voilà. Maintenant, avec du recul, ce sont des souvenirs qui sont indélébiles. D'accord, c'est magnifique. Magnifique. Et après coup, tu n'as pas subi d'un racisme, tu l'as pas ressenti dans ta vie? Non, non, non. J'ai pas senti, sincèrement. Par contre, un peu, quand je jouais au football, quand j'étais professionnel à Valenciennes, il y avait des villes où on entendait des insultes. Bon, ça, moi, où je suis content, c'est que j'ai eu une enfance et très très bien vécue dans le respect, vécue dans l'amour et surtout ouais avec 5 sœurs qui m'ont été tout le temps. Je me suis fait grâce à mes sœurs aussi. D'accord. Voilà. Et ça c'est très important pour moi. C'est bien de le dire, Voilà. effectivement. Maintenant, étant donné qu'on est dans le football, quels sont tes premiers souvenirs en tant qu'enfant dans le football, et ensuite, que ce soit au niveau de la cité, du quartier, ou au niveau télé, je sais pas si à ce moment-là, toi, il y avait la télé. Donc, laisse-nous dire un petit peu. Ben déjà, la télévision, moi, je la regardais pas souvent parce que, par contre, je la regardais sous la table et mon père ne savait même pas que j'étais sous la table en train de regarder la Coupe du Monde de 1970. Donc, mon père pensait que j'étais dans la chambre en train de dormir parce que le lendemain, il y avait l'école. Mais comme il y avait des matchs, ça se passait au Mexique avec le décalage horaire et je regardais les matchs et j'étais caché sous la table en train de regarder. Et c'était Les quoi? premiers souvenirs de football. Bon, les premiers souvenirs, c'est quand j'ai commencé à signer ma première licence de minime. J'avais 13 ans, 14 ans, à Poissy, parce que mon père est arrivé à Poissy pour travailler, comme je t'ai dit, chez Talbot. Et donc, à Poissy, il y avait le club de Poissy qui avait l'école de football, c'est-à-dire de 6 ans jusqu'à 18 ans. Donc, à 14 ans, j'avais signé ma première licence de joueur en tant que minime. Et par la suite, à 18 ans, je suis parti faire un stage avant de partir à Valenciennes, à Mantes. J'ai fait une année en CFA. Et de là, un directeur sportif de Valenciennes m'avait vu jouer. Il m'avait demandé de venir faire un essai à Valenciennes. Et c'est ce que j'ai fait en 1976. Et de là, ils m'ont proposé un contrat de stagiaire professionnel que j'ai fait pendant 1 an. Et par la suite, ils m'ont fait signer un contrat de 4 ans. Donc, et en 82, je suis parti à Bordeaux. Et à Bordeaux, j'ai joué là vraiment dans la grande équipe. J'avais comme entraîneur Aimé Jacquet. J'avais des défenseurs comme Aurore, Touvenel, Marius Trésor. Et au milieu de terrain, j'avais René Girard, Giresse, Tigana, Bernard Lacombe, Gérard Soler, Guémerich. Et, la grande équipe de Bordeaux, quoi. La grande équipe de Bordeaux. Et donc, j'en suis très fier parce que de Poissy, jouer en minime et jusqu'à les premières... le plus grand bonheur, c'est d'avoir joué avec des grands joueurs comme Marius Trésor, avec qui j'étais dans l'axe, tous les deux. Et non. Et par la suite, en 83, j'ai signé 5 ans à Lille. Et de Lille, pourquoi Lille? Parce que je voulais ressentir un peu les odeurs de ce que j'avais fait à Valenciennes. Et comme j'étais né dans le Nord, je voulais me retrouver aussi avec cette mentalité des gens très respectueux, travailleurs. Et ça correspondait très bien avec l'éducation que j'ai eue. Donc voilà. Et par la suite, avec l'équipe d'Algérie, Rachid Mekoufi m'avait téléphoné quand je jouais à Bordeaux pour me faire venir en Algérie pour un match amical. Et j'étais venu jouer avec l'équipe des Algériens, de l'amicale des Algériens en Europe. C'était une association qui était commanditée par l'ambassade algérienne en France.
et qui permettait à une personne de rassembler tous les joueurs binationaux pour les emmener en Algérie et pour éventuellement à décrocher une place dans l'effectif de l'équipe d'Algérie. Donc moi, ils m'ont proposé, Rachid Mekloufi m'a proposé de venir en Algérie. Et c'est là que j'ai fait mon premier match en juin 1981 au Soudan. Et c'est là que j'ai commencé à connaître l'Afrique. Et c'était pour moi un continent extraordinaire. Et humainement, j'ai appris beaucoup de choses. Et c'était vraiment une aventure humaine de vivre tous ces matchs en Afrique, que ce soit la CAN, que ce soit la Coupe du Monde. Voilà. J'ai fait 2 CAN, 2 Coupes d'Afrique des Nations. En 84, on a fini 3e, donc j'ai la médaille de bronze de l'époque. Quand on a fini 3e, on est éliminé au pénalty en demi-finale contre le Cameroun. Et par la suite, j'ai fait, bien sûr, en 82, ce fameux match Algérie-Allemagne, où à ce moment-là, c'est là qu'on a que les Allemands ont su où se trouvait l'Algérie, parce que bien avant, ils se posaient des questions où se trouvait ce pays, parce que et c'est vrai, hein, il y avait beaucoup d'Allemands qui savaient pas où se trouvait l'Algérie. Et grâce à notre victoire, ben ils l'ont su, ils l'ont su, ils l'ont bien su. Et en plus de ça, ils nous ont un peu chambrés, parce que 2-3 jours avant le match. Il y avait des joueurs allemands qui étaient sur la plage à Oviedo, puisqu'on avait joué à Gijón, mais notre hôtel était à Oviedo. C'est sur le nord de l'Espagne. Et ces Allemands, ils ont commencé ils étaient à 2-3 jours avant le match à la plage avec leurs femmes, en train de se promener le long de la plage et dans les articles, ils disaient que ils allaient marquer 5 buts, que le 6e but, je vais le dédier à mon fils. Donc, c'était des déclarations pour nous qui n'étaient pas correctes. Mais il faut savoir qu'à cette époque-là, l'Algérie avait 20 ans d'âge. Ouais, c'est vrai. Elle avait été un pays en voie de développement. Et ce match-là a permis au monde entier de connaître où se trouvait l'Algérie, comme je t'ai dit, parce que voilà, ils nous ont un peu chambré. Et ce match-là, on l'a gagné grâce à notre identité footballistique, c'est-à-dire un jeu où il y avait beaucoup de technique, il y avait beaucoup de vitesse gestuelle, des dribbles, des feintes. On jouait à l'algérienne et on aurait joué comme les Européens contre l'Allemagne, on aurait perdu parce que on n'avait pas cette mentalité et cette puissance physique que les Allemands avaient. Et nous, on a battu l'Allemagne grâce à nos qualités algériennes, c'est-à-dire la technique. Et ce match-là a été et restera dans toutes les annales du football mondial. Voilà. Et après, bien sûr, on avait battu le Chili aussi. Et on est le seul pays à avoir 6 points et ne pas passer au 2e tour. Pourquoi ? Parce que on avait joué contre le Chili le vendredi. Et le lendemain, il y avait le match Allemagne-Autriche. Ils connaissaient notre... on est un peu fautif, étant donné que à la mi-temps, contre le Chili, on menait 3-0. À 3-0, on était qualifié. Et il fallait pas qu'on prenne de but, et ça, on ne le savait pas. Nos dirigeants ne nous ont pas renseignés sur la réglementation, sur la différence de but et but marqué. Donc, à 3-0, on a continué à jouer pour marquer le 4e et on l'a pas fait, mais par contre, eux, ils ont marqué 2 buts. Et le fait d'avoir gagné contre le Chili 3-2, il suffisait aux Allemands que les Allemands gagnent 1-0 et que les Autrichiens, évidemment, perdent 1-0 pour pouvoir être qualifiés tous les deux, et en mettant le Chili et l'Algérie éliminés. Et ça a été une grande déception, parce que dans l'équipe de France,
il y avait des joueurs comme Marius Trésor, Tigana, Gires, et je les avais au téléphone. Et ces joueurs-là me disaient que l'entraîneur de l'équipe de France s'appelait Michel Hidalgo. Ah. Et Marius Trésor me disait, tu sais, on veut pas tomber contre vous parce que si vous gagnez et vous passez le deuxième tour, on va jouer contre vous. On va jouer contre vous. Et malheureusement, il y a eu ce match de la honte, le match Allemagne-Autriche. Et donc voilà. Maintenant, je garde des beaux souvenirs parce que ce sont des moments inoubliables. Mais on me demande souvent, c'est quoi ta plus belle victoire avec l'équipe d'Algérie? Parce que j'ai eu 52 sélections, Ouais. j'ai fait 2 CAN, j'ai participé à 3 Coupes du Monde, et on me pose la question, c'est quoi ta plus belle victoire? Et je leur disais, moi, ma plus belle victoire, c'est que quand j'ai mis le maillot de l'équipe d'Algérie, j'ai fait pleurer mon père. Ah ouais, magnifique. Voilà. Voilà. C'est C'était ça, parce que pour moi, c'était voilà. Incroyable. Ouais. Donc non, et je suis fier aussi d'être le premier binational à jouer en équipe d'Algérie. Voilà, grâce à un historien qui s'appelle Stanislas Krankel, qui lui m'a dit que j'étais le premier binational à jouer en équipe d'Algérie. Parce que Mustapha Daleb a joué avant moi, mais Mustapha Daleb est né en Algérie. Voilà. Donc voilà, je regrette pas. Et j'ai joué 300 matchs en première division. J'ai fait la carrière que je voulais faire. Mais et c'est vrai, c'était un peu au détriment de l'école parce que j'essayais d'amadouer ma sœur pour qu'elle me laisse aller jouer dehors. Mais des fois ça marchait, des fois ça marchait pas. Des fois ça marchait bien parce que il fallait que je travaille bien. Voilà. Mais c'est des souvenirs. Non, j'ai eu une très belle éducation grâce à mes parents. Ah, magnifique, c'est beau, c'est beau. On va revenir un petit peu en arrière par rapport à l'Algérie. À quel moment, ou comment s'est fait le fait d'aller jouer pour l'équipe d'Algérie? Je me voyais pas jouer avec l'équipe de France. Déjà par le respect de mon père qui avait eu une enfance difficile pendant la guerre, avant la guerre en Algérie, et c'est des moments, ça a été dur pour eux, comme la plupart des Algériens de cette époque-là. Donc non, c'est quelque chose qui m'est pas venu par la tête. Je voulais respecter mon envie, mon ambition, c'était de connaître l'Algérie parce que je connaissais pas beaucoup l'Algérie parce que mes parents partaient des fois tout seuls en Algérie parce qu'on n'avait pas les moyens de payer l'avion, voilà, avec mes 5 sœurs et moi. Donc moi je restais parce que je voulais rester à la maison pour éventuellement continuer à jouer au football, voilà. Mais ce sont des choses qui resteront indélébiles parce que j'ai eu l'éducation qui correspondait à ce que j'avais envie de faire. Voilà. Tu parlais tout à l'heure de ton père lorsque tu enfilais pour la première fois ton maillot. Moi, la question sera un peu différente. C'est quelle est ta sensation à toi la première fois que tu enfiles le maillot et la première fois que tu entends l'hymne national sur un terrain? Ah bah justement, ça c'était un match. On est en juin 1981 à Khartoum, au Soudan. Et à cette époque-là, les pays qui recevaient jouaient à l'heure qu'ils voulaient. C'était pas par rapport à la CAF en disant les matchs c'est à telle heure, telle heure. C'était le pays qui reçoit qui proposait l'heure. Et le Soudan nous faisait jouer tout le temps, et il n'y avait pas que nous. Hein. À 1h30 de l'après-midi, en été, il faisait 56 degrés au soleil. Je dis bien au soleil. Au soleil. Donc, une chaleur étouffante. Et ça a été mon premier match. Et mon premier match, ça a été où j'ai su ce que c'était le football africain.
et j'ai su comment gérer les arbitres africains. Parce que j'avais fait un attentat sur l'avant-centre africain, et je devais avoir un carton rouge au bout de 10 minutes, et l'arbitre disait « jouez, il n'y a rien ». Et c'est là que j'ai compris ce que c'était réellement le football africain. Et le football africain, il y a une qualité qui est très forte dans l'Afrique, c'est le physique et les duels. Et comme on dit en arabe, debza. S'il n'y a pas de debza, il n'y a aucune équipe maghrébine qui peut gagner une CAN s'il n'y a pas de debza. Et là, c'est pour ça on me pose souvent la question, et même maintenant, ils me disent qu'est-ce qu'on pourrait leur dire à cette génération de joueurs, les binationaux, qui vont assister là bientôt à la CAN 2026 non 2025 2025 au Maroc. Je leur dis jouez comme des guerriers, parce que le football africain n'a rien à voir avec le football européen. C'est un autre état d'esprit. Il y a plus de combats physiques. Les Africains sont plus athlétiques physiquement, et c'est plus facile de bien jouer une Coupe du Monde que de jouer une CAN. Ouais, voilà. Donc moi, tu me poses la question, lequel match? En fait, quel est ton sentiment la première fois que tu as mis le maillot et que tu as attendu l'hymne national? Ben, c'était justement à ce match-là. Bon, déjà, j'avais le soleil qui nous tapait sur la tête, parce que 51 degrés au soleil, je dis bien au soleil, c'était quelque chose. Et après, bon, c'est les terrains à l'africaine, c'est l'arbitrage africaine aussi, et l'hôtel à l'africaine. C'est toujours si on dormait pas par terre, sur un matelas, parce que c'était ça l'Afrique. Et moi, ça me dérangeait pas du tout. Je trouvais ça respectueux de respecter les choses. Et surtout, non, l'Afrique, moi, j'ai beaucoup aimé l'Afrique, et je l'aime encore. Maintenant, bah, il y a l'épisode quelques temps après de 1982 où tu as fait une bonne introduction sur ce qui s'est passé, ce que les joueurs allemands ont fait et ont dit. 86, Coupe du Monde 82. Ah oui, 82. Oui. Et maintenant, ce que les Allemands ont fait, ont dit, etc. Comment a été votre préparation? Parce que j'imagine ça a dû être, en voyant ça et en entendant tout ça, vous allez dire, allez, c'est parti, on va mettre boîte chauffe et on va y aller. Notre préparation avant 82, ouais. Avant l'Espagne. Ben déjà, moi je jouais à Bordeaux, et Bordeaux était venu jouer au 5 juillet à Alger, et j'ai fait une mi-temps dans chaque camp avec l'équipe d'Algérie, et après avec mes partenaires bordelais. Et déjà, Giresse me disait t'as une belle équipe, hein, t'as vraiment des bons joueurs techniquement, parce qu'on était très technique. On avait des joueurs comme Assad, Madjer, Belloumi, qui avaient 21 ans, 22 ans, et qui étaient bourrés de qualités techniques, des dribbles déroutants et tout ça. Et après, j'ai joué ces matchs-là avec l'équipe d'Algérie. C'est quoi, tu me disais quoi? Votre préparation avant le match de l'Allemagne, en 82. Et ben alors, il y a eu beaucoup de matchs, et c'est pour ça que j'étais très confiant, parce que pendant un an, on a joué contre Manchester United, on a joué contre le Real de Madrid, on a joué contre le Pérou, on a joué contre l'Irlande. On les a tous gagnés. On a joué des matchs amicaux contre le Real de Madrid et la Juventus, l'équipe de Platini. On avait gagné 3-2 au 5 juillet devant 90 000, 100 000 spectateurs. Ah oui, tous les matchs étaient pleins, et c'était Djiboura, Aloulay, Djiboura. Il y avait des supporters qui étaient extraordinaires à cette époque-là. C'était que des chants, c'était non, c'était fabuleux. Donc avec une préparation de ces matchs amicaux qui nous ont permis de nous situer déjà pour savoir notre comment dirais-je, notre qualité, où on peut aller. Après,
On a été en stage avant la Coupe du Monde en 82. On a été en stage en Suisse et on avait joué contre Lyon où on avait gagné. On avait joué à Saint-Ouen aussi un match amical. Je me souviens plus contre qui. Ou c'était contre le Resta. Non, tous les matchs de préparation qu'on en a fait avant la Coupe du Monde de 82, c'était que des belles choses, des belles victoires. Et à ce moment-là, moi, j'ai compris que on avait la possibilité de faire ce qu'on sait faire. Mais on se prenait pas la tête. Il y avait des joueurs comme Daleb, Fergani, qui avaient une certaine expérience. Et sinon, tous les autres joueurs, c'était des jeunes. Hein. Assad, Belloumi, Madjer, Merzekane. Maintenant, malheureusement, Salbert et Fawzi nous ont quittés il y a 2-3 ans. Et ce sont des choses tristes, bien sûr. Mais la préparation, on était sûr on était serein, on n'était pas fébrile, et on avait, comment dirais-je, pas des certitudes, mais on était confiant parce que notre préparation, elle a été très bonne parce qu'on a été pendant un mois juste avant le mondial, on était un mois en Suisse et là on a travaillé, on a progressé dans la possession de balles, dans les tirs au but, et on avait réellement une attaque qui était très performante et une défense qui tenait le coup parce que le football de haut niveau, si tu n'as pas une bonne défense, tu risques d'avoir des problèmes. Mais il y a beaucoup de gens qui savent pas que contre l'Allemagne, on a joué presque avec 4 défenseurs, c'est tout. Il y avait Fawzi Mansouri qui jouait arrière gauche, moi stopper, Gendouz libéraux et Merzekane latéral droit. Il y avait 4. Et sinon, au milieu de terrain et devant, c'était que des attaquants ou des milieux de terrain offensifs. Fergani, c'était pas une sentinelle. Il a joué en 6. Daleb, il jouait au milieu de terrain et avec Belloumi, hein, tous les 3. Et devant, il y avait Assad à gauche, Madjer à droite et Jamel Zidane avançante. Et à l'arrivée, on a battu l'Allemagne avec 4 défenseurs. Et il y a beaucoup de gens qui le savent pas, ça. D'accord. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose que... Super. Voilà. Belle anecdote. Exactement, exactement. Donc après coup, vous avez gagné contre l'Allemagne. Ensuite, vous avez perdu contre l'Autriche. Vous avez gagné contre le Chili. On peut dire que dans l'ensemble, vous avez fait une très belle Coupe du Monde. Oui. Quel était le sentiment à ce moment-là, en sachant que vous êtes éliminé, mais que vous avez fait une bonne Coupe du Monde? Est-ce que vous êtes déçu ou au contraire, vous êtes satisfait de la Coupe du Monde que vous avez fait? On est satisfait dans la mesure où c'est vrai qu'au départ, on connaissait pas notre vraie valeur. Et c'est à ce moment-là, quand on a joué contre l'Allemagne et qu'on a imposé notre jeu, parce que les Allemands, c'était la meilleure équipe d'Europe. Elle était championne d'Europe en 1980 à Rome. Ils ont été champions d'Europe. Ils étaient invaincus pendant 5 ans. Et donc, c'est l'ogre du football mondial à cette époque-là. Et on a battu l'Allemagne parce que on était plus fort qu'eux. On a joué avec une qualité comme je t'ai dit tout à l'heure. D'accord. Donc à la fin, vous étiez quand même déçu vous étiez déçu de l'élimination de la Coupe du Monde malgré tout. Ben évidemment, moi j'ai eu c'est pas la chance, mais je suis parti voir le match avec Mustapha Daleb et Daniel Echter. On était tous les 3, on est parti voir le match Autriche-Allemagne et au bout de 8 minutes, quand Hrubesch il marque son but, ça fait 1-0 et à partir des 8 minutes jusque le reste du temps, les Allemands sont restés dans leur camp, les Autrichiens dans leur camp. Et les supporters algériens ils brûlaient des billets d'avion, des billets de banque, et ils insultaient les supporters, les joueurs allemands. D'accord. Ah ouais, c'était triste, hein. C'était vraiment un moment difficile à faire, mais
on n'a pas de regrets parce que on était quand même un pays en voie de développement. On aurait su la réglementation, peut-être qu'on aurait fait attention au lieu de quand on menait 3-0 contre le Chili, on aurait pu éventuellement faire attention de ne pas continuer à jouer devant pour libérer et que l'adversaire nous marque des buts. Et c'est ce qu'ils ont fait. Mais on avait gagné quand même 3-2. Mais on en sort grandi parce que on a donné du sourire on était 18 millions d'Algériens, 18 millions, et c'était mieux qu'une indépendance, la fête. Ils ont fait la fête et tout ça. Il y avait des chansons pour nous, Djiboua Louled. Ouais. Non, on a vraiment. C'était des moments super. Et moi, je découvrais ce que c'était l'Algérie. Alger, je connaissais pas, mis à part les matchs de préparation. Mais non, c'était une belle époque, une belle époque. Ouais. Et le retour en Algérie, j'imagine qu'on vous a accueilli en héros. Bah alors, on connaît l'époque où comment dirais-je, le 5 juillet 1962, la fête que l'on a fait, et ben c'était mieux que le 5 juillet 62. Il y avait une fête, un engouement, tout le monde était dans la rue, les hajjas des terrasses qui nous faisaient les yo, il y avait, tout le monde était dans la rue, tout le monde était content de nous voir arriver et tout. Non, c'était des beaux moments. Et je l'ai vécu une deuxième fois, il y a pas longtemps, en 2014, quand j'étais entraîneur avec Vaïd, et au retour du Brésil, étant donné qu'on avait passé le deuxième tour, on a été battu par l'Allemagne en huitième de finale. Quand on est entré en Algérie, de l'aéroport jusqu'à Alger, on a mis 6 heures. On a mis 6 heures. Tout ça, pourquoi? Parce qu'il y avait 3 millions de supporters algériens dans les rues qui nous attendaient. Et ça, il n'y a qu'en Algérie que ça se fait. C'est voilà. incroyable. On est... le 12e homme, c'est vraiment le peuple. Voilà. Et avec tout cet engouement, le retour au club, comment c'était? Alors après, moi je rentrais déçu, bien sûr, déçu surtout du match de la honte, Allemagne-Autriche. Mais quand je suis rentré, avec tous les joueurs de Bordeaux, on s'est dit les choses. Eux, ils ont été jusqu'en demi-finale. La France, ils ont été éliminés par l'Allemagne. Ils ont été éliminés. Mais théoriquement, ça aurait été, s'il n'y avait pas tout ça, ça aurait pu faire une finale France-Argentine ou France-Italie, puisque c'était l'Italie qui a gagné, mais l'Allemagne ne méritait pas d'aller jusqu'en finale. Ça aurait pu être nous. C'est vrai aussi. Ouais. Parce que il y avait quelque chose qui était aussi important, c'est que on connaissait pas nos réelles qualités. On a joué vraiment à l'algérienne, et ce football-là a été très efficace parce que on était costaud derrière, même si on jouait avec 4 défenseurs. Mais pardon, on n'a pas de regret parce que il y a une équipe qui a triché, mais nous on l'a pas fait. C'est vrai. Comment tes parents ont vécu cette Coupe du Monde 82, parce que ça a dû être particulier surtout pour ton père? Déjà, il y avait l'ambassade qui avait organisé sous un grand chapiteau le match sur grand écran où il y avait à peu près 3000 à 4000 supporters algériens qui étaient dans ce genre de chapiteau, dont mon père a participé devant le grand écran à Aubervilliers. Voilà. Et je l'avais eu au téléphone par la suite, et il en était fier. Non, c'est quelqu'un qui... Mais il le disait pas. Il était très, très discret, très secret. Voilà. Non, 86, ça a été une Coupe du Monde moyenne.
on n'avait pas le même entraîneur. On avait Sadan comme entraîneur. Et en 86, on fait match nul contre l'Irlande en premier match. On perd 1-0 contre le Brésil, mais on fait un match. Ça a été un des plus beaux matchs de la Coupe du Monde 86. Et on craque parce que je pense que la préparation physique, elle n'était pas celle qu'on aurait pu avoir. On perd 3-0 contre l'Espagne. Donc on est éliminé au premier tour. Et ça, voilà, c'est comme ça. Est-ce que tu as des anecdotes à nous donner, que ce soit en 82 ou en 86 avec l'équipe nationale, qu'on ne connaîtrait pas et qui seront intéressantes à partager? Oh, il y a des choses qu'on ne doit pas partager. Il y a tellement de choses. Mais non, ce qui était bien, c'est que à chaque fois que j'allais en sélection, j'étais très content. On partait, on arrivait déjà à l'aéroport à Orly. On allait tout le temps à Air Algérie prendre le billet d'avion. Des fois, il n'y avait pas de billet d'avion, donc on payait de nos poches, de notre poche. Souvent, ça a été comme ça. Non, on a passé des moments. À l'aéroport, quand on arrivait à Alger, tout le monde était content de nous voir. Ils nous supportaient, ils nous félicitaient. C'était les belles années, les années 80, les supporters, on a passé des bons moments. Il y a tellement de choses que je pourrais vous dire, mais il y a des choses qu'on a un peu oubliées aussi. Ouais. Bah oui, ouais. C'est vieux tout ça, 40 ans. Ouais. Comment tu as vécu ensuite les Coupes d'Afrique? Ah, ça, c'est différent. J'ai beaucoup aimé parce que déjà la CAN 1984, j'ai la médaille de bronze. On joue contre des équipes comme le Ghana. On passe le premier tour, on passe le deuxième tour, on est en huitième de finale, on va en quart de finale contre le Ghana et on arrive en demi-finale contre le Cameroun. Et à ce moment-là, on avait pris 0 but. Demi-finale Cameroun-Algérie à Bouaké. On joue à Bouaké. Et sur ce match-là, 0-0 à la fin du match. Moi, je marquais Roger Mila, qui jouait avec moi à Valenciennes. C'était mon partenaire à Valenciennes et c'était mon adversaire pendant ce match-là. Et je connaissais parce que je le voyais tous les jours. Moi, Roger Mila, c'est moi qui est parti le chercher à la gare en 78 quand il a signé à Valenciennes et il est venu à la gare. Et mon président de club, il m'a dit Nordine, tu vas aller à la gare, tu vas chercher un certain Roger Mila. Et je vais à la gare, je vais le chercher. Et il arrive, on était au mois de septembre-octobre dans le nord, il fait froid un peu. Il est arrivé en claquette, en boubou. Il arrivait du Cameroun, et voilà. Et il est arrivé, il a joué avec moi. Et sur ce match-là, Algérie-Allemagne, demi-finale de la CAN, il joue avant-centre, je le marque. Et je le connaissais. Et je savais qu'il avait un collier, un gris-gris. Et il a fallu simplement que je lui arrache pour qu'il s'énerve. Et voilà. Et ça s'est passé comme ça. Et on a pris, à la fin du match, Cameroun-Algérie 0-0. Prolongation 0-0. On arrive au penalty. Et les penalty, on est éliminé Guendouzi qui rate son penalty et on est éliminé 5-4. Et mais je vais te dire quelque chose où tu vas rigoler. Pourquoi? Parce que après, il y a la remise des médailles au palais par le président de la République, Félix Houphouët-Boigny. Et on arrive dans ce palais-là avec les 3 équipes. Le Cameroun, médaille d'or. Le Nigeria, médaille d'argent. Et l'Algérie, médaille de bronze. Et le discours aussi du président de la République de Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny. Et il nous dit comme ça, cette année, ce n'était pas l'année des éléphants.
c'était l'année des éléphantaux. Mais en 86, nous serons des éléphants. Et tout le monde s'est mis à applaudir. Et c'était ça son discours. Voilà, c'est que des souvenirs qui m'ont toujours interpellé. Mais l'Afrique, c'est quelque chose de formidable. C'est un pays où il y a des grandes valeurs humaines, il y a le grand respect, et il y a aussi c'est un État où les gens sont naturels. Ouais. Et ça, c'est ça qui est beau. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Est-ce que ton papa a pu venir assister régulièrement à tes matchs de foot en équipe nationale? Oui. Et comment il le vivait? Et toi, comment tu le vivais? Et déjà, c'était un match très important. C'était à Constantine. C'était la qualification de l'Algérie à la Coupe du Monde 82. Et le dernier match, c'était Algérie-Nigeria. Match aller à Lagos, où on joue devant 120 000 spectateurs. 120 000 spectateurs, c'est incroyable, énorme. Et on nous demande de venir manger la veille du match à l'ambassade d'Algérie. Pourquoi? Parce qu'on savait très bien, et eux le savaient, que si on mangeait à l'hôtel, ils allaient nous empoisonner en nous donnant des conneries et tout ça. Donc, la veille de match, au lieu de dormir à l'hôtel, qui était un hôtel où il y avait des tu sais, les lits comme dans les ambulances, là. C'était un peu ça. Ah ouais. Mais c'est ça, l'Afrique. Et on l'aime ou on l'aime pas, mais voilà. Et sur ce match-là, on gagne 2-0. On gagne 2-0. Le Nigeria était invaincu aussi depuis quelques années. À l'été, c'était elle, la reine du football africain. Et on gagne 2-0. Le match retour à Constantine, Algérie et Nigeria. La fédération algérienne invite mes parents et ma petite sœur. Et j'ai retrouvé, avant le match, puisque j'ai des photos bien sûr, de mon père et de ma mère et de ma petite sœur au match avec d'autres parents de joueurs et tout ça. Donc mon père et ma mère ont assisté à la victoire parce que on s'est qualifié grâce aussi déjà à l'aller on avait gagné 2-0 et au retour on a gagné 2-1. Et sur ce match-là, il y avait 30 000 spectateurs, mais il y en avait 100 000 dehors. Ouais, parce que c'était Algérie, première qualification pour une Coupe du Monde, et l'Algérie, elle était en voie de développement, comme je t'ai dit, c'était un pays jeune. Et sur ce match-là, il y avait ce qui m'avait fait rire, c'est que tous les gens savaient, tous les supporters savaient qu'on allait gagner. Ils étaient très optimistes. Et c'est ça qui me plaisait. Il y avait que des belles choses avec les supporters. Mais pendant tout le match, on les a entendus chanter. Et il faut savoir aussi, c'est que à partir de 5 heures du matin, parce qu'on jouait l'après-midi à 15 heures, à partir de 5 heures du matin, il y avait déjà 30 000 spectateurs en attente pour pouvoir rentrer. Et ça, c'était exceptionnel. Ah ouais. Et pourquoi? Parce que tous les Algériens de toutes les grandes villes sont venus pour assister au match, mais le stade ne prenait que 30 ou 35 000 spectateurs. Et voilà. Mais donc oui, c'est des bons souvenirs, tout ça. Je me permets d'insister. Quel était le sentiment de ton papa lorsque tu l'as vu quand vous êtes qualifié? Vraiment, c'est important ça pour moi. Eh ben, je vais rendre hommage. Alors, il a eu la possibilité de me rejoindre au vestiaire, et c'est quand j'étais dans le vestiaire, on m'a dit il y a ton père qui est dehors, comme beaucoup de parents par rapport à mes partenaires. Et je suis sorti et il m'a félicité. Et il était très content, très fier. Ouais. Mais il y avait pas que lui. Il y avait aussi ma maman aussi qui était heureuse de participer à une fête aussi grandiose que ça. Première qualification d'une Coupe du Monde de l'Algérie, c'est quelque chose de formidable. Incroyable. Ah ouais.
Et surtout qu'on était un pays jeune. On avait 20 ans d'âge. Et ça n'a pas de prix. Ouais, j'imagine. Mm. J'imagine. C'est fou. Et ensuite, quelle a été la continuité de ta carrière? Parce que tu as fait 82, 86, tu as fait 3 Coupes d'Afrique. Comment ça s'est avancé? T'as fait Valenciennes, Bordeaux, Lille. ensuite Lille. Ouais. Comment ça s'est passé? Ben, après, j'ai voulu passer mes diplômes quand j'étais en fin de contrat à Lille, ma 5e année, c'est-à-dire on est en 88, ma 5e année. J'avais 34 ans et on me propose un contrat en Suisse. Je suis parti faire 1 an, pas pour simplement pour terminer ma carrière et en disant tiens j'ai été jouer à l'étranger et j'ai fait 1 an en Suisse et par la suite je voulais rentrer en France et on m'a proposé un contrat. Il y a le président du centre Leclerc de Normandie, à Bayeux, m'a proposé de venir entraîner l'équipe de Bayeux en tant que joueur et entraîneur. Et moi, j'ai accepté parce que ça m'a permis de passer mes diplômes. Donc, pendant 3 ans, j'étais en Normandie et j'ai passé mes diplômes là-bas et de façon à être diplômé, parce que après, pour jouer, pour être entraîneur en France, il faut être diplômé. Et à ce moment-là, j'ai pu, et quand j'ai eu mon diplôme, je me suis occupé des jeunes au Paris FC, et Paris Football Club. Et mon président, c'était Noël Le Graët. Okay. Et il a pas voulu me donner l'équipe première, il m'avait donné l'équipe des U19 élites. C'était les meilleurs joueurs des U19 et, parce que il voulait que je m'en occupe moi et je m'en suis occupé pendant 5 ans. Et après j'ai entraîné là-bas, j'ai entraîné comment dirais-je dans des petits clubs ici et après ça a été Vaïd quand il m'a appelé en 2014. Il m'a appelé pour le suivre en tant qu'entraîneur adjoint. Et j'ai été étonné qu'il m'appelle parce que pendant 10 ans, lui, il jouait avant-centre et moi, je jouais stopper. Et ça a toujours été la guerre entre lui et moi. C'était les coups de coude, les crachats et tout ça. Et à l'arrivée, c'est lui qui m'a appelé. Il me dit, voilà, j'ai signé en 2011. J'ai signé avec ta fédération algérienne. Est-ce que tu veux venir avec moi? Et j'ai accepté. Donc, j'ai fait 3 ans avec Vaïd, où j'ai aussi appris beaucoup de choses parce que c'était un entraîneur très fort sur le plan tactique et un bosniaque, Ouais. avec une mentalité très forte, tout ça. Et donc, voilà, la Coupe du Monde 2014, ça a été une Coupe du Monde où on a joué contre des équipes comme la Belgique. On menait 1-0. Ils étaient, c'était une meilleure équipe en Europe. On les battait 1-0 à la mi-temps et on a perdu 2-1. On perd 2-1 contre la Belgique. Contre la Corée, on gagne 4-1. Et le match où il fallait faire match nul pour passer ce tour-là, c'était contre la Russie. Et on fait match nul. Et ce qui est dommage, c'est que après, quand on joue contre l'Allemagne, on était dans la période de Ramadan. Et on avait un imam qui était avec nous, Haj Rawara, notre président de la Fédération algérienne de football, avait emmené un imam avec nous parce que il y avait le Ramadan qui arrivait 3 jours avant le match contre l'Allemagne. Et il leur a dit aux joueurs, contre l'Allemagne, il va falloir que vous mangez. Il fallait manger pour rattraper le lendemain la journée en question. Et c'est dommage parce qu'il y a eu 5 joueurs qui ont fait le Ramadan.
Donc, je dis pas qu'on aurait pu gagner, mais jouer à 18 heures sous la chaleur, ne pas boire, ne pas manger, et d'être à la mi-temps 0-0, à la fin du match 0-0, et après dans les prolongations, c'est là qu'on a eu des difficultés sur le plan physique. Mais c'est pour ça. Vaïd m'avait dit quand on est arrivé au Brésil, il m'avait dit Nordine, tu vas expliquer aux joueurs tes 2 Coupes du Monde et tout ça pour leur donner une certaine expérience. Et j'avais discuté avec les joueurs et quand on est arrivé d'Alger au Brésil, Sao Paulo, et je leur avais dit, quand on fait une Coupe du Monde, il faut savoir en sortir sans regret. C'est ça qu'il fallait faire. C'est tout donner. Du premier jour où on atterrissait au Brésil jusqu'à notre élimination, il fallait que tout soit bien fait, bien calculé, la préparation, l'alimentation, le sommeil et tout ça, et pour en sortir sans regret. Et là, moi, personnellement, j'en sors avec des regrets parce que je dis pas qu'on aurait gagné, mais on n'avait pas les armes totales pour rivaliser avec l'équipe d'Allemagne qui a été championne du monde, parce que une fois on les a éliminés, ils avaient joué contre le Brésil, ils avaient battu le Brésil 7-2 et en finale ils gagnent aussi. Mais voilà, donc j'ai eu un petit regret, mais ça nous a pas empêché que quand on est rentré de Sao Paulo du Brésil jusqu'à Alger, les rues d'Alger, elles étaient pleines. Il y avait toujours 3 millions à peu près de supporters algériens. Donc, non, j'ai pas de regrets, mis à part, voilà, ce match où on a perdu, mais pas à armes égales. Ouais, voilà, c'est tout. Je comprends. À cette période-là, en 2014, enfin, même avant ou un peu après, on parlait souvent des binationaux. Il y avait une différence entre ceux algériens et les binationaux. Est-ce que toi, à ton époque, on parlait de ça ou c'était même pas un sujet? C'était pas un sujet. Je vais te dire pourquoi. Parce que quand on a été sélectionnés, nous les binationaux, quand on jouait dans l'équipe d'Algérie, on prenait la place grâce à nos qualités. Voilà, nos qualités. On a eu la chance quand même d'avoir été formés par la France. Mais à l'heure actuelle, il n'y a pas d'école de football en Algérie et c'est dommage parce que le Maroc l'a compris. Ils ont monté des académies, ils ont monté des centres de formation, mais en Algérie, il n'y a pas d'école de football, il n'y a pas de centre de formation, tout simplement parce que les présidents de clubs ne veulent pas avoir de centre de formation parce que c'est à eux d'investir de façon à récolter. Voilà. Et c'est dommage parce que moi, si j'avais 8-10 ans et qu'on me dit il n'y a pas d'école de football, j'aurais été malheureux. Et je pense que il y a une jeunesse qui a les mêmes idées que moi en disant que en Algérie, on doit avoir des centres de formation, on doit avoir une école de football. Je prends l'exemple en France, ça commence à 6 ans. En Algérie, ça commence à 12 ans. Ça fait que le gamin algérien, il a 6 ans de retard sur le gamin français. C'est pas normal. Voilà. Effectivement. Je vais revenir à quelque chose qu'on parlait en off juste avant. On parlait de l'Égypte. On sait ce qui s'est passé en 2009, avant la Coupe du Monde 2010 pour la qualification. Toi, tu m'avais dit que ça remontait un peu plus loin, cette rivalité. Est-ce que tu peux nous parler de ce premier match où il y a eu cette rivalité et ce qui s'est passé? Déjà, j'avais jamais mis les pieds en Égypte et on s'est retrouvé sur une qualification pour les Jeux Olympiques de 84 à Los Angeles et c'était le dernier tour et l'Égypte, on savait que c'était une grande équipe et il y avait des joueurs très très forts comme El Khatib qui était considéré comme le meilleur avant-centre d'Afrique et on s'est retrouvé sur ce match-là où il s'est passé quelque chose avec lui et moi. Il m'a donné un coup de poing par derrière et moi j'ai répondu
Et ça a duré 20 minutes, la bagarre. Elle a duré 20 minutes. C'est fou. Ouais. Nos joueurs qui étaient nos remplaçants sont venus sur le terrain et il y a des militaires qui sont arrivés. C'est en Égypte, ça, on est d'accord. Et il y avait nos joueurs qui ont donné des coups de pied, des coups de poing aux policiers et aux joueurs. Et les arbitres ne disaient rien. C'est quelque chose d'incroyable. J'avais jamais vu ça. Et donc, moi, El Khatib, qui était l'avancante, il m'avait donné un coup de poing par derrière. Bon, il m'a fait mal un peu, mais je suis tombé exprès pour voir qu'est-ce qui allait se passer. Et après, ça a été une bagarre qui a duré 20 minutes. Et voilà. Et c'est ça l'Afrique. Donc cette rivalité est née peut-être à ce moment-là. Et à partir de ce match-là, ça a toujours été une rivalité, mais une rivalité très très dure. Ouais. Maintenant, je vois que dans ton parcours, le football t'a donné certaines valeurs. Le football d'avant n'a a priori pas grand-chose à voir avec le football d'aujourd'hui. En tout cas, ça a beaucoup changé. Comment tu vois l'évolution pour toi à travers tes yeux? L'évolution allait grâce... Moi, à Valenciennes, quand j'étais stagiaire, il n'y avait pas de centre de formation. Il n'y avait pas de salle de musculation. Il n'y avait pas de sauna. Il n'y avait pas de hammam. Il n'y avait pas d'entraîneur et des gardiens de but. Il y avait, on jouait en première division, mais sans avoir la formation qu'on aurait dû avoir comme ont ces jeunes de maintenant, puisque maintenant, dans un centre de formation, il y a des préparateurs physiques, il y a des préparateurs mentaux, il y a tout pour donner les meilleures conditions de façon à former un joueur. Mais dans les années 80, les petits clubs comme Valenciennes n'avaient pas les moyens d'avoir tout ça. Mais moi, je sais que tous les jours, quand on jouait, nous, à Valenciennes, c'était physique. C'était que des séances physiques. Et surtout, avec tous les Polonais, parce que Valenciennes et tout le Nord, il y avait les mines. Et et dans ces mines, il y avait beaucoup des parents qui ont été mineurs, comme mon père. Donc il y avait cette culture où les joueurs souffraient. Pourquoi? Parce que on n'avait pas tous les moyens pour devenir des grandes équipes et jouer les premiers rôles. Mais on était considérés comme les smicards, comme ils disaient certains. Voilà. Et quel est ton regard sur le football actuel? On dit beaucoup que sur le plan technique, c'était mieux avant, mais le football va plus vite maintenant. Il va plus vite au niveau de la vitesse. Les joueurs sont mieux préparés sur le plan physique. Pourquoi? Parce qu'avant, il n'y avait pas les préparateurs physiques, sauf que maintenant, grâce aux préparateurs physiques, sur le plan vitesse, on met plus d'intensité physique dans le ballon va plus vite, les joueurs sont mieux préparés physiquement, et c'est plus intense, mais c'est au détriment de la technique, parce que avant on avait des joueurs comme Giresse, comme Platini, il y avait beaucoup de numéro 10 qui jouaient dans l'axe, chose que maintenant ça n'existe plus, c'est des 4-3-3, donc je pense que le football il a évolué, mais sur le plan technique c'est moins bien. Maintenant, si tu devais comparer les 3 Coupes du Monde que tu as faites, 2 en tant que joueur et 1 en tant qu'entraîneur adjoint, quelle était la particularité, quelle est la différence, s'il y en a une que tu as préférée? Celle que j'ai préférée, c'est comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est 82. Et ma plus belle victoire, je t'ai dit, c'est quand j'ai porté le maillot de l'équipe d'Algérie et que j'ai fait pleurer mon père. Ça, c'est ma plus belle victoire. Et c'est aussi l'époque où
j'ai connu vraiment l'Algérie avec tous les matchs amicaux que l'on faisait, les supporters algériens dans la rue. Il y avait un engouement. Il y avait une belle mentalité dans les années 80. C'était une génération de jeunes qui étaient très ouverts et non, c'était la belle époque, comme on dit. Non, je suis content d'avoir. Je ne sais pas si j'aurais pris plus de plaisir en voyant ces générations de maintenant qu'avant. Avant, il y avait de la simplicité, de la gentillesse. Il y avait les gens étaient heureux, descendaient dans la rue, t'embrassaient. Voilà, c'était la jeunesse qui était à l'honneur. Bah, écoute, là, on arrive à la fin du podcast. Je vais te laisser le mot de la fin parce que au début, tu nous parlais des valeurs et c'est les valeurs qu'on retrouve chez toi et chez tes parents. Donc, si tu as un conseil à donner, que ce soit aux jeunes ou aux éducateurs ou aux parents en général, je te laisse la parole. Non, parce que, comme j'ai toujours dit, des fois, on me demande d'aller intervenir dans les écoles pour parler aussi de ce que j'ai fait. Et la plupart des jeunes, quand ils me posent des questions, ils me demandent qu'est-ce qu'il faut faire pour être footballeur professionnel. Et la seule chose que je leur dis avant, c'est l'éducation. Il faut être bien éduqué. Et justement, je pense que à l'heure actuelle, l'éducation des enfants n'est pas celle où on a vécu nous, parce que, et en plus de ça, c'est encore plus malheureux parce que nos parents n'avaient pas les moyens de cette génération-là. Donc, alors, est-ce que c'est un oubli ou l'erreur de mal éduquer son enfant, ou alors c'est un abandon total de l'éducation. Ça, je me pose la question. Écoute, Nordine, merci beaucoup. Je t'en prie. Pour avoir partagé ton temps, pour Ouais. avoir invité. Et pour les auditeurs, surtout n'oubliez pas de partager, de commenter et de liker. On vous remercie beaucoup d'être resté avec nous jusqu'au bout et on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao.